France Info, il est 5 heures. Et c'est parti pour le 5-6 avec vous Jean-Christophe Martin, bonjour. Bonjour Nathalie Delot, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 23 avril, après la bonne nouvelle de la libération des otages en Syrie, la mauvaise nouvelle au Mali, l'un des 2 derniers otages français est mort. L'annonce faite hier par un groupe islamiste est crédible aux yeux des autorités françaises. On va y revenir. Le gouvernement qui s'attaque aux filières djihadistes vers la Syrie, c'est à l'ordre du jour d'un conseil des ministres chargé avec aussi la présentation du plan d'économie de 50 milliards. Les priorités pour les 3 ans qui viennent. En Ukraine, toujours la tension avec un nouvel avertissement lancé aux Russes par le vice-président américain Joe Biden en visite à Kiev. Le football, l'Atlético Madrid et Chelsea se sont neutralisés hier 0-0 dans la première demi-finale de la Ligue des Champions. Ce soir, le choc Real Madrid-Bayern Munich. Au printemps de Bourges, Stromae n'a pas déçu son public. Il a fait l'ouverture hier soir pour un public ravi, on va l'entendre. La météo, encore une journée maussade entre la pluie et les nuages. Il fait seulement entre 5 et 10 ce matin, le détail à la fin du journal. Après la libération des 4 otages français en Syrie le week-end dernier, un groupe islamiste armé, le Moudjahou, a annoncé hier la mort de Gilberto Rodrigues Leal, ce Français de 62 ans, enlevé en novembre 2012 au Mali. Aucune preuve, mais hier soir, les autorités françaises ont confirmé la mauvaise nouvelle. Les explications de Gaël Joly. Si pour l'instant la France n'a aucune preuve que Gilberto Rodrigues Leal a été tué, pas de traces de sa dépouille, pas de photos, le Quai d'Orsay en était pourtant persuadé depuis plusieurs mois déjà. La famille avait été informée en décembre dernier. Laurent Fabius était d'ailleurs montré très pessimiste au moment de la libération des otages au Mali à l'automne. Pour François Hollande, il y a tout lieu de penser que l'otage est mort depuis plusieurs semaines, car sans preuve de vie depuis plus d'1 an, difficile d'espérer, estime Alain Chouet, ancien directeur du renseignement et de la sécurité. On n'a jamais un silence total avec des ravisseurs qui veulent négocier, parce que s'ils veulent négocier, et en général c'est des négociations financières, ils ont tout intérêt à maintenir le contact pour soit faire monter les enchères ou maintenir au moins la pression et la tension. On sait que l'homme était malade, alors a-t-il été exécuté ou l'ont-ils laissé mourir, privé du traitement médical dont il avait besoin? En tout cas, cette annonce des djihadistes Moudjahou a tout d'une opération de communication 2 jours seulement après la libération des otages en Syrie. La France fera tout pour connaître la vérité sur ce qui est arrivé à Gilberto Rodrigues Leal et elle ne laissera pas ce forfait impuni, a averti le chef de l'État. Et après l'annonce de la mort de Gilberto Rodrigues Leal et la libération samedi dernier de 4 journalistes français en Syrie, il reste un otage français détenu dans le monde, Serge Lazarevitch. Il a 50 ans, il a été enlevé au Mali le 24 novembre 2011 en compagnie de Philippe Verdon, qui lui a été retrouvé depuis mort d'une balle dans la tête. C'était en juillet 2013. Que faire pour décourager les candidats à la guerre sainte islamique? Le gouvernement présente ce matin en Conseil des ministres de nouvelles mesures pour freiner le départ de candidats djihadistes vers la Syrie. Le ministère de l'Intérieur veut notamment renforcer la surveillance des sites islamistes, car c'est désormais sur Internet et spécialement sur les réseaux sociaux que sont embrigadés puis recrutés les candidats au djihad. Élodie Guéguin. Première victime de ces campagnes d'endoctrinement sur les réseaux sociaux, les adolescents. Ils ne sont pas forcément musulmans. Selon les services de renseignement, la majeure partie des apprentis djihadistes sont élevés au sein de familles athées. Pour endiguer le phénomène, il est nécessaire de sensibiliser les parents et le monde éducatif, estime l'avocat Thomas Klotz. Selon lui, les jeunes qui s'auto-radicalisent présentent presque tous le même profil. C'est des gens qui ont un sentiment peut-être d'ennui. Ce sont des vies non pas totalement marginalisés, mais des gens qui ont l'impression de ne rien vivre, qui sont dans une routine et qui vont, entre guillemets, se nourrir de ces messages qui leur feraient, je dis bien feraient parce que ce n'est jamais le cas, jouer un rôle dans la géopolitique, dans tout ça. Aujourd'hui, des vidéos de djihadistes s'entraînant en Syrie ou ailleurs circulent sur toutes les plateformes d'hébergement sur Internet. Pour l'avocat Thomas Klotz, il faudrait accroître la répression, non pas sur ceux qui consultent les messages de propagande, mais sur ceux qui les diffusent.
Et Bernard Cazeneuve nous en dira plus tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur est l'invité de France Info ce matin à 8h15. Le plan Valls de 50 milliards d'économies est aussi ce matin à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Il doit définir les priorités pour les années qui viennent. Le gouvernement annonce la couleur sur la croissance et les déficits sur fond de grogne à gauche. Un plan qui divise la majorité avec en particulier l'avenir des retraites, avec un gel qui signifie une nouvelle baisse du pouvoir d'achat pour les retraités. Pas facile à accepter quand on a déjà du mal à joindre les deux bouts. Le reportage d'Anaïs Bouicha. Passer du statut de salarié à celui de retraité nécessite de revoir son train de vie. C'est en tout cas l'avis de Mireille. Elle a 67 ans. Autrefois directrice de sa propre société, elle doit maintenant se serrer la ceinture. Quand on n'a que sa pension, c'est vrai que ça risque d'être très très dur. Bon, c'est vrai que quand je travaillais toutes les saisons, je m'achetais des vêtements, quelque chose. Là maintenant, je ralentis. Mon salaire par rapport à ma pension, c'est du simple au double, quoi. Même constat pour Marcel, 65 ans. J'ai fait des privations sur certaines choses. J'ai laissé de côté entre autres la voiture. Je prends plus les transports en commun. Les vacances, nous les avons supprimées. J'ai non seulement un loyer, mais en plus de ça, j'ai une pension alimentaire à donner à ma mère, pas loin de 1 000 € par an, que je suis obligé de débourser. Les retraités modestes sont les plus inquiets quant à un possible gel des pensions. C'est le cas de Jeanne, à 75 ans. Elle vit grâce à l'argent qu'elle a économisé pendant des années. Moi, j'ai toute petite retraite. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai comme retraite, mais je crois que j'ai un petit minimum. J'ai travaillé comme une bête pour mettre de l'argent de côté. Je mange plus de viande. Voilà, on se débrouille. Mais la débrouille n'est pas une assurance pour l'avenir. Les retraités attendent un geste du gouvernement. Ils sont près de 4 millions à toucher moins de 1 000 € par mois, selon la Confédération française des retraités. Et selon les informations du quotidien Les Échos, le gouvernement table sur un déficit public de 3,8% du produit intérieur brut cette année, tombant à 3% l'an prochain, soit tout juste le seuil de tolérance européen. Paris compte sur une accélération de la croissance pour tenir ses promesses budgétaires, des espoirs de croissance validés par le Haut Conseil des finances publiques. Il juge que cette prévision du gouvernement d'1% de croissance pour cette année est réaliste et que la projection d'1,7% pour 2015 n'est pas hors d'atteinte. À Notre-Dame-des-Landes, les anti-aéroports redoutent pour ce matin une intervention des forces de l'ordre à Vigneux de Bretagne, une commune limitrophe de Notre-Dame-des-Landes, pour évacuer une maison occupée depuis la semaine dernière. La justice vient d'ordonner l'expulsion, occupation symbolique pour les 4 personnes qui habitent là et pour les associations d'opposants. Pas question de quitter les lieux. Affaire de principe. Anne Patinec. Avec tracteurs et remorques, les anti-aéroports bloquent la route qui mène à la ferme de Saint-Jean-du-Tertre. Ils redoutent une intervention des forces de l'ordre et une destruction de la maison. Hier, le tribunal de Nantes a rendu une autorisation autorisant l'expulsion des occupants de la ferme. Ouvrier agricole de 26 ans, Willem Doudens y réside avec 3 autres personnes depuis le départ des locataires. On travaille dans l'agriculture, on est issu du milieu paysan et donc c'est de ce point de vue-là en fait qu'on intervient dans cette lutte. Pour nous ici, il y a un potentiel de production, il y a des bâtiments qui nécessiteront de la rénovation, mais on espère que après l'abandon du projet, des gens puissent s'installer dans cette ferme. Donc on habite ici pour qu'il n'y ait pas de destruction de la ferme. Pour les anti-aéroports, la démolition de la ferme est synonyme de début des travaux. Dominique Fresneau de la CIPA dénonce un double langage de l'État. Je ne sais pas si c'est le dernier souffle, le dernier petit coup d'esbrouf ou si c'est pour tenter encore une fois de venir ici semer la zizanie sur la ZAD. Mais je ne vois pas quel intérêt peut avoir l'État à venir ici s'enliser sur le terrain. Parce qu'il n'est pas question qu'on démolisse quoi que ce soit sur le terrain. Dans un communiqué, la préfecture de Loire-Atlantique estime que le report des travaux ne donne pas l'impunité pour des agissements qui relèvent de la délinquance de droit commun. Nantes, Anne Patinec, France Bleu Loire-Océan pour France Info. Il est 5h08. En visite en Ukraine, le vice-président américain Joe Biden a lancé hier une nouvelle mise en garde à la Russie contre l'isolement qui la menace si elle continue de vouloir démembrer l'Ukraine en soutenant les insurgés séparatistes. Des insurgés accusés par le pouvoir ukrainien d'avoir torturé à mort 2 personnes. L'une des victimes serait un élu local du parti pro-occidental de l'ex-premier ministre Yulia Tymoshenko. Le président ukrainien par intérim estime d'ailleurs que les activistes pro-russes ont franchi la ligne rouge et face à l'impasse, les Américains, qui accusent Moscou d'encourager les troubles, ont annoncé l'envoi de 600 soldats en Pologne et dans les pays baltes pour des exercices. Ils menacent aussi de revenir aux sanctions en exigeant à nouveau le retrait des troupes russes massées à la frontière ukrainienne. Au Brésil, un nouveau signe des tensions persistantes dans les favelas avant la Coupe du Monde de football qui commencera le 12 juin. De violentes émeutes ont fait au moins un mort à Rio dans une favela du quartier de Copacabana. Pneus brûlés, barricades et coups de feu. Les troubles ont commencé après la découverte du corps
d'un danseur et DJ d'une favela mort dans des circonstances obscures. Il aurait voulu échapper à des échanges de tirs entre des policiers et des trafiquants de drogue. Les sports et le football, l'Atlético Madrid et Chelsea se sont neutralisés hier soir dans la première demi-finale de la Ligue des Champions, 0-0. Ce soir, la deuxième demi-finale, toujours à Madrid. Après le choc Atlético-Chelsea, c'est au tour de deux grands habitués de la Ligue des Champions de se retrouver. Real Madrid-Bayern Munich. Une inconnue avant ce match côté madrilène. On ne sait pas encore si Cristiano Ronaldo sera rétabli pour jouer ce soir. Real Madrid-Bayern Munich, le coup d'envoi à 20h45. On va y revenir dans le journal des sports à 6h20 dans une demi-heure sur France Info. Et dans le championnat de France, le PSG reçoit ce soir Évian-Thonon au Parc des Princes. Match en retard de la 34e journée de Ligue 1. Coup d'envoi 18h30, même heure pour l'autre match ce soir, le déplacement de Lyon, le 5e, à Toulouse, le 9e. C'est plus que jamais le printemps à Bourges. C'était le coup d'envoi hier soir pour la 38e édition du festival avec Stromae en ouverture. Le phénomène belge a joué à guichet plus que fermé et largement conquis son public. Isabelle Pasquier. Bonjour, bonsoir. Je ne te cacherai pas que je fais caca mou. Tu me fais stresser. Totalement décomplexé, mais surtout totalement artiste. À Bourges, Stromae a prouvé qu'il n'était pas que le phénomène aux bientôt 2 millions d'albums. Sur scène, le charisme de Paul Van Haver, alias Stromae, c'est un peu Jacques Brel, réincarné sur la planète électro. Je vous ai maman. Avec son look improbable, nœud pape, bermuda, grandes chaussettes, Stromae est saisissant quand il se met dans la peau d'un homme formidable ou dans celle d'une femme trompée. Impressionnant, ses chansons sont déjà des hymnes intergénérationnels pour les plus de 60 ans comme Nicole et les moins de 16 ans comme Kylian. C'est un beau gosse, il s'habille bien, un peu comme moi. C'est original de bout en bout. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Je suis autant fan que mes filles et j'adore, c'est vraiment un showman. Et sur fond de paysage numérique, Stromae bouge un peu comme s'il était lui-même un personnage numérique, mais un artiste qui arrive à faire danser 6500 personnes sur des textes parlant d'abandon, de cancer et de lâcheté masculine ne peut pas être totalement virtuel. Ce paradoxe artistique, c'est la griffe, c'est le talent exceptionnel de Stromae. Au printemps de Bourges, Isabelle Pasquier, France Info. Et aujourd'hui à l'affiche à Bourges, Chaka Ponk, Yodelis, Miosek ou encore Catherine Ringer dans son nouveau rôle de chanteuse de tango. Il est 5h12, on va voir le tango de la météo. France Info Météo avec Viessmann et son réseau d'installateurs de chauffage proactif, chaudières, pompes à chaleur, capteurs solaires. Rendez-vous sur viessmann.fr. Et sur France Info, avant l'outre-mer, le temps de ce mercredi sur la métropole, pas fameux, encore beaucoup de ciel gris, beaucoup de pluie qui arrive dès ce matin par l'ouest, du nord-est jusqu'aux Alpes après le début de journée sous les nuages ou le brouillard. Le ciel va rester chargé toute la journée, des averses aussi plus nombreuses cet après-midi et parfois orageuses sur le relief. Sur l'ouest d'abord, la pluie qui revient de l'océan sur le Finistère, puis sur toute la Bretagne dans la matinée, notamment sur le Morbihan où il y aura aussi beaucoup de vent. Et à l'avant, un ciel couvert avec là aussi des pluies de la Normandie jusqu'au sud-ouest. Du nord au centre et au massif central, un temps plus calme et il fera doux. Après dissipation des brouillards matinaux, il y aura quand même de belles éclaircies entre les nuages. Au sud, près de la Méditerranée, le beau temps est de retour, mis à part quelques plaques de nuages. Mais c'est le soleil qui va dominer dans la journée. Côté température, entre 5 et 9 pour ce matin. Pas plus de 15 cet après-midi sur la Bretagne. Entre 16 et 20 sur la moitié nord et dans le sud des pointes jusqu'à 23. Tout de suite l'outre-mer avec Elodie Calac. Dans l'hémisphère nord, en Guyane, ça se gâtera ce mercredi. Dès le matin, le littoral sera arrosé par de nombreuses averses. Elles concerneront tout le département l'après-midi et dans l'arrière-pays, elles pourront prendre un caractère orageux. Du côté des températures, jusqu'à 29 degrés l'après-midi. On remonte vers les Antilles, en Martinique. Après quelques averses en matinée, le soleil reprendra l'avantage. Le thermomètre affichera de 23 degrés le matin jusqu'à 30 degrés l'après-midi. En Guadeloupe, retour à un temps plus calme pour ce mercredi. Une petite brume de sable s'installera. Le soleil sera au rendez-vous et les averses seront bien rares. Comme en Martinique, il fera une trentaine de degrés pour l'après-midi. Enfin, un petit tour dans l'océan Indien à La Réunion. Sur l'est, pas mal de nuages le matin avec quelques ondées. Ailleurs, ce sera du plein soleil. Et en journée, les nuages se développeront à nouveau dans l'intérieur de l'île. Ils donneront de petites averses sur les hauts de l'ouest et du nord-ouest. Mais sur le littoral et les plus hauts sommets, le soleil restera généreux. Quant au thermomètre, il ira jusqu'à 30 degrés sur les plages l'après-midi.
À 5h14, l'histoire du jour avec le film Brick Mansions du réalisateur français Camille Delamarre qui sort aujourd'hui.